Bonjour à toutes et à tous. On va lancer le webinaire. Voilà, nos hôtes arrivent. C'est bon, ça marche bien. On a eu un petit bug. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mes slides? C'est bon? Super. Vous les voyez pas en plein écran, par contre. Voilà. Normalement, là, ça marche. Hop. Bah, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue au webinaire sur les aides, qui va vous présenter, pardon, les aides locales aux collectivités sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par l'Agence parisienne du climat. Euh, et on est là ensemble pour 1h30. Euh, donc, on est ravis de vous avoir avec nous. C'est un webinaire, donc malheureusement, enfin, vous n'avez pas vos caméras. Donc, si vous avez des questions à poser, il y aura des temps d'échange après les temps de présentation de chaque intervenant. Mais vous pouvez aussi utiliser l'onglet Q&R, de préférence par rapport au chat. Ce sera plus facile pour nous à gérer. Euh, on attend une dernière intervenante, mais je vais commencer par vous présenter un petit peu le déroulé. Euh, hop. Donc, on aura donc un temps d'introduction par l'Agence parisienne du climat pour vous présenter un petit peu le projet Adaptaville et puis vous présenter notre démarche sur l'adaptation au changement climatique. Ensuite, on aura une présentation de l'accompagnement proposé par l'ADEME Île-de-France, donc avec Claire Payet, voilà, qui vient de se connecter, qui va vous présenter TACT. Ensuite, on aura une présentation de Benoît Ducreux, des aides de la métropole du Grand Paris. Et puis ensuite, la région Île-de-France interviendra pour présenter également les aides. Et ensuite, on aura l'agence de l'eau Seine-Normandie qui sera là pour vous présenter les aides à disposition des collectivités. On aura ensuite 20 minutes d'échange à la fin de toutes ces interventions. Et je le rappelle, on a aussi 5 minutes d'échange après l'intervention de chaque intervenant. Donc, vous pourrez, enfin, c'est le petit onglet QR qui ressemble à ça dans Zoom. Je vais juste laisser les intervenants se présenter dans l'ordre d'apparition sur les slides. Peut-être pour commencer, Claire. Bonjour à tous, Claire Payet-Fébert, je suis à l'ADEME Île-de-France et je suis responsable de la cible collectivité et j'ai également en charge le suivi de l'adaptation au changement climatique. Bonjour, je suis Benoît Ducreux, je travaille à la métropole du Grand Paris, au pôle nature, alimentation, agriculture, et j'ai en charge plusieurs systèmes de financement pour la biodiversité. Bonjour, Caroline Simon, chargée de mission Nature et Biodiversité à la région Île-de-France au sein de la direction de l'environnement et j'ai notamment en charge la coordination du dispositif de création d'îlots de fraîcheur urbains. Bonjour, Sébastien Dorieux, agence de l'eau Seine-Normandie. Je suis chargé d'opération et référent pour les départements 75 et 92. Merci beaucoup. Et Marin, pardon, excuse-moi. Et Mara Pinache, mission de transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Merci. Et je me présente aussi, donc Justine Dichon, je suis chef de projet Adaptaville à l'Agence parisienne du climat et j'animerai cette session. Donc rentrons dans le vif du sujet. On va vous présenter donc Adaptaville, enfin, le projet dans lequel s'inscrit ce webinaire. Adaptaville, en fait, c'est un projet qui comporte plusieurs piliers. Le premier, c'est une plateforme web sur laquelle on recense plus de 70 solutions d'adaptation au changement climatique. Donc, on est accompagné sur ce projet par la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l'ADEME de France, avec aussi Plus Fraîche Ma Ville, donc, qui est une plateforme nationale. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ce site internet comme un outil pratique parce que, en fait, pour chaque solution, on a des informations très concrètes et opérationnelles qui expliquent en fait la complexité de mise en œuvre des différentes solutions, où est-ce qu'elle a été expérimentée, qui raconte aussi un petit peu les retours utilisateurs et qui vous donne aussi des noms de prestataires, de contacts que vous pouvez directement en fait solliciter pour avoir des informations sur ces solutions.
Donc, c'est vraiment une plateforme pratico-pratique avec des fiches solutions assez complètes. On a aussi une carte de solutions et on a aussi des informations sur les coûts, ce qui nous amène un petit peu au sujet d'aujourd'hui, parce qu'on explique à chaque fois à peu près combien peut coûter une solution. Donc, on essaie d'avoir le maximum d'informations, même si en fait chaque projet est différent, donc les coûts sont vraiment différents à chaque fois. Mais on vous donne aussi des informations, et ça c'est une nouveauté sur les aides financières. Donc, il y a un onglet aussi aides financières où on recense les aides financières locales. Et en fait, ce webinaire s'inscrit aussi dans cette démarche de vraiment pouvoir vous donner à voir les différentes aides financières. On a aussi d'autres sources qui sont plus complètes. Par exemple, on a une brochure sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Donc, qui vous donnera des informations sur l'évolution du climat sur le territoire avec des chiffres clés. Donc, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser aussi pour convaincre, essayer de sensibiliser autour de vous. Du coup, on a aussi un guide sur les solutions d'ombrage en ville, donc qui explique un peu les différents types de d'ombrières qu'on peut mettre en place sur l'espace public, avec des retours d'expérience aussi. Et on a par exemple aussi des articles donc, que mon collègue marin a coécrit avec le CEREMA, l'ADEME et j'en oublie un, je crois, et le lead sur les diagnostics de surchauffe urbaine. Donc, il y a beaucoup de collectivités qui se lancent aussi dans ces démarches. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement les solutions d'adaptation fondées sur la nature, mais il y a beaucoup de ressources sur ce site. Et en parallèle, on a aussi beaucoup d'événements. Et là, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre newsletter pour être au courant en fait de nos événements et pouvoir y participer. Donc, on a pas mal de visites de sites. On a été par exemple vendredi dernier à Rosny-sous-Bois pour découvrir des écoles qui sont rénovées avec des matériaux biosourcés. On a aussi des ateliers participatifs donc là, c'est vraiment des sessions en petits groupes, uniquement avec des professionnels, mais de tous horizons, pour essayer de s'intéresser à des questions pratico-pratiques. On a par exemple abordé la question des revêtements de voirie. Et suite à cet atelier, il y aura aussi un guide. Et puis, on a des webinaires comme aujourd'hui et des rencontres annuelles. Et les prochaines, elles seront en octobre. J'ai pas encore la date précise. Mais voilà, en fait, c'est un grand moment, un après-midi avec une session plénière et aussi un forum où vous pouvez rencontrer directement les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui, mais aussi les différents porteurs de solutions, des acteurs institutionnels. Donc c'est vraiment un moment d'échange entre professionnels qui s'intéressent aux questions d'adaptation. Et nos prochains événements, donc ce sera le 18 juin. Donc, on a un événement qui permettra de visiter le Pollinarium Sentinelle de la ville de Paris, qui est un jardin qui permet en fait d'identifier en amont les émissions polliniques. Et ensuite, on aura une autre visite le 2 juillet de découverte d'un projet de renaturation et de réouverture d'un cours d'eau à Antony. Donc là, pareil, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aller sur notre site pour vous inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour la visite du 2 juillet. Mais voilà. Et je laisse aussi la parole à mon collègue Marin qui va vous présenter aussi un autre projet. Oui, juste mot rapide sur un autre événement, donc là, organisé par la métropole du Grand Paris et qu'on organise avec elle dans le cadre de la révision du plan climat métropolitain. Donc, ils font toute une série dans le cadre de cette concertation d'ateliers, de visites, de balades. Et sur la question, ce sera le 5 juin, donc un mercredi, avec un atelier le matin et une balade qu'on organise à Arcueil, ouverte aux agents des collectivités. Je vous mettrai les infos dans le chat. Et concernant, voilà, un message aussi pour les faire passer, c'est qu'on a une belle mission aussi auprès de Métropole Grand Paris, proposer un premier niveau d'accompagnement, enfin, plutôt de conseils d'orientation pour les collectivités sur le périmètre du Grand Paris qui seraient intéressées. La première chose, hein, c'est que si jamais vous avez une question, une demande d'éclairage par rapport à un projet que vous avez ou une thématique que vous souhaitez explorer, une question générale que vous avez qui touche à l'adaptation, vous pouvez nous contacter. Hein, vous avez l'adresse mail, vous pouvez aussi sur le site Adaptaville, contact@adaptaville.fr. On pourra vous présenter les solutions qui existent sur la plateforme, vous parler des dispositifs existants, peut-être vous mettre en relation aussi avec des experts ou des autres collectivités qui ont un retour d'expérience pour pouvoir vous aider. Partage aussi notre expertise qu'on a pu développer sur certains sujets.
Et puis aussi, s'il y a des collectivités qui seraient motivées et qui souhaiteraient notamment sensibiliser à des services, par exemple, faire en sorte que les agents prennent davantage en main et en considération les enjeux d'adaptation dans l'aménagement du territoire notamment. On peut organiser des animations, on peut monter ça avec vous un peu sur mesure. Ça peut être des formations, des sessions de sensibilisation, des ateliers. Donc, voilà, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@stade@alib.fr. Merci beaucoup, Maran. Donc, on remettra l'adresse mail aussi dans le chat. Je vais juste vous reparler un peu du contexte et des objectifs de ce webinaire. Donc vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un focus sur les aides locales qui existent pour le déploiement des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc on ne va pas parler de tout le prisme des solutions d'adaptation au changement climatique, mais vraiment faire un focus sur les solutions vertes et bleues. Et en fait, l'idée, c'est vraiment aussi de mettre en avant ces solutions parce qu'on sait que c'est des solutions qui sont multi-bénéfices et qui permettent d'avoir de nombreux co-bénéfices en termes de biodiversité, de fraîcheur, mais aussi pour la santé des habitants, etc. Donc c'est vraiment un axe fort et que les acteurs institutionnels locaux promeuvent et sur lequel ils veulent mettre l'accent. Donc c'est vraiment les solutions principales à déployer sur l'adaptation au changement climatique, en complément d'autres solutions, bien sûr, mais voilà, on voulait aussi mettre l'accent là-dessus. Euh, Bien sûr, on ne va pas vous donner à voir toutes les aides financières qui existent ou tous les accompagnements qui existent parce qu'on n'a qu'une heure et demie. Donc, on s'est vraiment concentré sur les acteurs locaux principaux qui peuvent vous donner des aides. Mais il y a plein d'autres acteurs locaux qui peuvent aussi vous accompagner, que ce soit en termes d'ingénierie, de projets, etc. On en mentionnera aussi quelques-uns tout au cours de ce webinaire. Il y a aussi plein d'acteurs nationaux, européens. Donc, on n'est vraiment pas exhaustif parce qu'il y a par exemple le Fonds vert une aide quand même importante pour le déploiement des solutions fondées sur la nature en ville. Donc, je vous ai quand même remis aussi là les petits liens, je vais les remettre dans le chat, aide territoire et des informations sur le Fonds vert. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir. Et puis, l'objectif aussi de ce webinaire, c'était de vous montrer en fait des projets qui ont bénéficié de ces aides et de vous donner en fait tous les liens utiles, les marches à suivre, les pages internet enfin, qu'il faut aller consulter pour pouvoir en fait vous permettre d'accéder et de faire vos demandes d'aide. Et l'objectif aussi, le dernier objectif, c'était de pouvoir échanger directement avec les intervenants. C'est pour ça qu'on a des temps d'échange dédiés. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je le redis, sur l'onglet Q&R et les intervenants pourront y répondre ensuite. Je vais ensuite donner la parole à Claire. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors moi, avant de présenter l'appel à manifestation d'intérêt TACT, TACT, c'est une démarche nationale qui est portée par l'ADEME. TACT pour trajectoire adaptation au changement climatique des territoires. On peut passer à la slide suivante. Et ensuite, effectivement, je prendrai le temps quand même de vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt, qui est un appel à manifestation d'intérêt porté au niveau Île-de-France. Et donc, c'est vrai on commence aussi par cette présentation parce qu'elle est plus large. Donc, ce sera moins précis sur les solutions fondées sur la nature. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a des liens et des appuis dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt et via aussi cette démarche qui vont apporter des solutions très concrètes sur ces pistes d'action. On peut passer à... Donc là, je commence avec TACT. Donc TACT, qu'est-ce que c'est? On ne parle pas d'outils, finalement, on parle de démarche parce que ça englobe vraiment de A à Z, finalement, une stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors, on peut avoir un mode d'emploi, mais donc c'est le petit schéma pour dire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir le mode d'emploi, mais l'essentiel de travailler à plusieurs, à minima avec les différents services de la collectivité quand on se lance sur le sujet de l'adaptation. Et donc, savoir s'entourer, monter en compétences. Et voilà, plus il y a de parties prenantes autour du sujet, plus on va effectivement avancer, s'outiller et construire sa stratégie. On peut avancer, il y a des petites animations, mais on peut tout afficher si tu veux, Justine. Et voilà, et donc,
on peut orienter selon aussi les compétences de la collectivité, du territoire. J'ai pas démarré par ça, mais ça s'adresse à plusieurs types de collectivités, de la commune, du département, agglomération, les parcs nationaux, régionaux aussi, départements, régions. Donc c'est vraiment très large. Et quelle que soit l'échelle, quelle que soit la maturité aussi, les caractéristiques physiques, humaines du territoire, la collectivité va se saisir de cette démarche pour monter en compétences, pour être autonome sur le sujet, animer le territoire aussi. Et puis effectivement, bah, l'intérêt, c'est de plus subir, plus être, enfin, et devenir résilient. Et autour de ça, il y a beaucoup de thématiques. Donc là, ça fait écho aussi à une question qui avait été posée en amont de ce webinaire, donc la complémentarité. Donc, et pas que avec tous les outils, mais voilà, une fois qu'on rentre sur ce sujet, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'outils. Il y a des boîtes à outils, il y a des fresques, il y a des outils d'animation, il y a des supports aussi sur les données. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi d'être accompagné, de ne pas être seul, de ne pas travailler en chambre pour mieux saisir aussi la complémentarité de tous ces outils-là. Et donc, je n'ai pas fait apparaître là le fameux aussi programme de l'ADEME, Territoire engagé pour la transition écologique, qui s'articule aussi complètement avec TACT. Donc, c'est plutôt la manière dont on va rentrer sur un programme, sur une démarche, et après et qui va nous permettre d'être ouais, d'être dynamique, d'aller plus loin ou de démarrer. Ça va vraiment dépendre de la maturité aussi du territoire. Et de voir après comment on tire les ficelles, comment on va aller plus loin avec un outil, comment on peut l'articuler. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça peut faire peur, ça fait beaucoup d'outils, mais c'est tout l'intérêt aussi de cette démarche Donc on va rentrer dans le détail, on peut avancer sur la slide, que je reste aussi dans les 10 minutes de présentation. Donc ça, je l'ai déjà un peu dit, on peut passer. Et vous aurez le support. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est TACT? C'est quoi? Eh ben, c'est tout d'abord une plateforme qui est portée au niveau national. Alors, je vous ai mis en haut à gauche les contacts. Donc, voilà, vous pouvez aussi prendre contact avec la personne voilà, qui est référente. Et c'est une plateforme aussi qui est en évolution, qui prend aussi vraiment le temps de répondre aux questions pour améliorer. Voilà. Et on a anciennement des guides, mais qui sont toujours, enfin, qu'on peut télécharger. Et ces guides sont dilués dans la plateforme, c'est-à-dire on est accompagné du diagnostic à l'évaluation au travers de la plateforme. Et on peut tout à fait télécharger aussi les guides méthodologiques. Donc là, vous avez les trois guides, donc diagnostiquer, construire et évaluer. Et puis donc le lien vers la plateforme. On peut cliquer aussi, si tu veux, Justine, et ça fait apparaître un peu les questions clés. Donc, c'est un outil enfin, c'est un accès gratuit. Et donc, la collectivité qui a son compte fait la demande. Donc, comme c'est pas automatisé, ça peut prendre un petit peu, il y a un petit délai parce que c'est vraiment une personne, hein, c'est pas un ordinateur derrière. Et donc, voilà, faut demander l'ouverture du compte. Et puis après, il y a des formations aussi pour s'approprier la plateforme qui sont proposées donc, aux collectivités. Donc, on en a. Alors, voilà, en ce moment, elles sont en train d'être mises à jour, mais les prochaines seront les nouvelles pour 2025, fin 2024, mais comptons plutôt pour 2025, parce que ça la période test. Donc, ce qui permettra du coup, d'être sur des nouveaux modules et aux collectivités qui s'engagent de s'approprier. Donc, c'est assez. Voilà, enfin, il y a des trucs et astuces, comme on dit, enfin, sur la plateforme. Et c'est vraiment réservé aux collectivités. C'est-à-dire que même nous, ADEME, on n'a pas le regard, c'est vraiment votre outil pour vous permettre de construire petit à petit votre stratégie. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, de manière assez synthétique les trois étapes, oui, les trois étapes de la démarche. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les ouvrages que vous pouvez, les guides méthodologiques que vous pouvez télécharger aussi. Donc, c'est savoir d'où on part. Avec l'objectif de prioriser sur la base des enjeux du territoire. Donc, s'il y a déjà un plan climat pour une intercommunalité, une stratégie, enfin, voilà, des choses, on va dire, politiques qui font écho à l'adaptation au changement climatique, et ben, c'est important de les intégrer. Et après, ben, on avance, on va identifier les impacts, la vulnérabilité de son territoire. Donc, il y a un panorama exhaustif qui va être réalisé sur l'ensemble des vulnérabilités. Et puis les compétences aussi du territoire.
qui va permettre d'avoir une analyse de l'exposition, de l'évolution finalement, comment ça va évoluer selon l'observation et puis la sensibilité, voilà, puis les impacts qui sont observés aussi. Et ensuite, on peut rentrer dans cette étape de construction, dans vraiment de la stratégie qui est sur du long terme. Donc, vous voyez cette boucle à la fin aussi, on est vraiment sur de l'amélioration continue. Donc, une fois que c'est fait, on ne reste pas sur des éléments aussi de diagnostic qui sont pas figés, puisque ça évolue tout le temps. Donc, il y a cette perpétuelle réinterrogation aussi. Et voilà, donc on rentre sur la construction de sa stratégie. Et puis ensuite, voilà, on établit le plan d'action et on lance les actions et ça va jusqu'à les évaluer. Donc on est outillé des fiches pratiques, astuces, etc. Je vais assez vite parce que l'intérêt, c'était aussi de montrer l'appel à projet. Donc là, c'est des petites images qui donnent. Donc il y a un tableau de bord. Non, on peut avancer, Justine, ça me va. Qui sont vraiment. Voilà, donc là, c'est sur la partie de l'outil diagnostiqué où on a beaucoup de visuels qui on rentre les données et après, donc c'est tout l'intérêt d'être accompagné, aller chercher les données. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi à pas, enfin, je me répète, mais à pas partir tout seul. Euh, et donc là, là-dessus, il y a tous les partenaires aussi que vous allez voir avec l'appel à manifestation d'intérêt qui sont là aussi pour vous appuyer. Et voilà, et donc ça, c'est des exemples de visuels qu'on a, par exemple, sur la première étape. Sur l'étape construction des stratégies, donc là, c'est un exemple sur des actions pardon, en lien avec l'agriculture. Voilà, donc avec des icônes, enfin, voilà, enfin, mais ça permet de savoir où on est, de suivre un petit peu sa stratégie. Donc aujourd'hui, dans toute la France, il y a 625 collectivités qui sont déjà engagées, 66 en Île-de-France. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté d'accélérer la mise en œuvre d'actions concrètes, parce qu'au travers de l'AMI Tact, enfin de Tact, pardon, on a vraiment, enfin voilà, même s'il y a une stratégie, ça permet aussi d'aller vraiment dans la définition d'actions qui permettent d'avancer et d'être aussi sur cette lecture sur le long terme. Donc voilà, donc on a lancé une première session, une première édition en 2023 et là on lance depuis mardi dernier, il y a la deuxième édition qui a été lancée. L'objectif, c'est d'accompagner les collectivités qui souhaitent mettre en place une stratégie, mais qui souhaitent aussi, en parallèle à la stratégie, avancer sur des actions concrètes. Donc, c'est vraiment en parallèle. Tu peux avancer. On s'adresse, comme pour la démarche TACT, à des intercommunalités. EPCI, donc vraiment à différents niveaux de maturité. Donc on peut vraiment être une collectivité voilà, qui n'est pas outillée, mais qui a vraiment une volonté politique, ou une collectivité qui fait des choses, mais qui n'a pas forcément de stratégie, et donc qui aimerait bien structurer un peu toutes ces dynamiques sur son territoire au travers aussi de la démarche. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 20 collectivités lauréates. Donc, on a une première édition avec 7. Donc là, cette année, on vise 13 collectivités lauréates. On peut avancer. Et voilà les 7 collectivités lauréates de l'année dernière. Donc, alors, c'est intéressant parce qu'on a 3 départements et 2 intercommunalités et 2 communes. Donc, c'est assez un panel qui permet aussi, selon les compétences et la posture aussi sur le territoire, du coup, d'articuler. Donc, par exemple, en Essonne, il y a un vrai enjeu aussi avec les 3 collectivités lauréates d'échanger et de voir aussi voilà, selon le positionnement, de voir qui aussi le rôle de chacun. Voilà, on peut avancer. Euh, alors les phases, donc il y a une première phase de candidature où les collectivités qui sont intéressées peuvent déposer sur la plateforme. Donc tout est indiqué, il y a un lien, enfin vous récupérez tout ça ensuite. Donc c'est jusqu'au 13 octobre, donc c'est ouvert voilà, depuis la semaine dernière. Une phase de candidature qui va être accompagnée, j'y reviendrai après, avec des temps aussi de webinaire. On ira plus, parce qu'on aura 1 heure là complètement pour vous présenter aussi et échanger et répondre à vos questions. Et la deuxième phase, c'est une fois que les collectivités ont été sélectionnées lauréates, on rentre vraiment dans l'accompagnement.
C'est-à-dire que là, on va déposer sa candidature pour dire, moi, j'ai cette ambition, moi, je veux rentrer dans le programme d'accompagnement de l'AMI. Les financements sont après. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, en tant que lauréat, une mise à disposition donc, que met l'ADEME au sein de la collectivité d'un coach. Donc, c'est une personne voilà, qui va accompagner. Donc, elle ne fait pas. Hein, c'est la collectivité qui porte hein, la construction de sa stratégie. Mais le coach est là pour eh ben, guider, orienter. Il ne fait pas à la place de la collectivité. Et là, il y a des temps individuels, collectifs sur ces 2 années, 2024-2026 et dont là aussi les lauréats de l'année dernière vont aussi bénéficier, puisque ce sera un démarrage en même temps. Voilà, puis après, il y a des temps aussi d'accompagnement par les... Il faut que j'accélère, je vois le message. Donc voilà, donc la phase 2 je ne rentre pas forcément dans les détails, et puis on a plein de partenaires, et avec certains qui ont la casquette aussi très pointue sur, donc vous allez voir avec Caroline pour la région, sur les solutions aussi d'adaptation fondée sur la nature. Et donc voilà, donc ça c'est tous les partenaires, je ne rentre pas dans les détails, vous avez le visuel. Et je crois qu'après j'ai terminé, donc j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Je viens de passer la dernière slide, Justine, mais je crois qu'on est bon. Oui, toutes les Voilà. infos Voilà. pratiques. Voilà, après, c'était le côté pratique quand même. Tout est en ligne. C'est un formulaire qui est assez léger avec des annexes. Donc, vous remplissez le formulaire. Mais donc, voilà, avec rappel de la date. On peut passer à la slide suivante pour terminer. Il y a 2 webinaires qui sont prévus pour aller plus dans le détail, pour vous présenter, eh ben, moi dans la précipitation, c'est vrai que je parle beaucoup aussi. En juillet, le 9 juillet, le 13 juillet, vous pouvez vous inscrire en ligne. Et les liens sont actifs aussi sur cette présentation-là. Si besoin, on vous les renverra. Voilà, on présentera de nouveau le principe de l'AMI et puis il y aura des temps de questions-réponses. Voilà, je m'arrête là et voilà, je ne passe pas trop dépasser. Non, non, t'inquiète, merci beaucoup. C'était aussi pour donner un peu de temps aux questions. Bien Il y sûr. a 3 questions qu'on peut noter. La première, c'est est-il prévu de donner accès à la plateforme à d'autres acteurs, notamment privés, la plateforme Tact? Là, j'ai pas de réponse parce que c'est vraiment au niveau national, mais c'est une question qui a déjà été posée et je sais que pour le moment, la posture, elle est vraiment à la collectivité, mais c'est vrai que ce serait intéressant. Donc, je pense que c'est en réflexion et comme je l'évoquais en introduction, la plateforme évolue. Donc peut-être qu'il y aura un regard aussi pour les territoires, enfin les partenaires qui accompagnent les collectivités. Moi, enfin voilà, après je me renote la question, je la retransmettrai parce que c'était une question qui a été posée en fin d'année dernière. Donc s'il y a des éléments, on vous les partagera. Une deuxième question, c'est quelle est l'articulation avec la démarche TET? Tu en as un petit peu parlé, c'est aussi dans les J'en ai slides. un peu parlé, effectivement. Donc, TETE, c'est un programme très transversal. Et dedans, on y retrouve l'adaptation au changement climatique. Donc, finalement, TACT, c'est un outil vraiment focus sur l'adaptation qui va alimenter la collectivité qui est engagée dans le programme TETE. On a vraiment le programme qui est un programme, donc TETE, donc Territoire engagé pour la transition écologique, qui accompagne la collectivité sur ses politiques en matière de climat et énergie, mais aussi d'économie circulaire. Et dedans, forcément, la question d'adaptation est traitée, mais pas autant que via TACT. Donc, on peut avoir une collectivité qui est dans TTE et qui veut gonfler son volet adaptation et qui va, via TACT, nourrir toutes ces réflexions, construire sa stratégie. Et ça va alimenter TETE, ça va donner, comme il y a ce principe aussi d'évaluation avec des scores, ça va donner des points. Et donc, ça peut aider la collectivité à gagner des étoiles. Voilà, voilà la complémentarité. Super, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, enfin 2 questions. Les associations de territoire qui incluent à un collège citoyen peuvent-elles candidater? Et une autre, les associations territoriales peuvent-elles s'inscrire sur le site TACT? Eh ben, pour le moment, non. Il me semble pas. Mais c'est pareil, ça fait partie aussi de la question. Comme pour les autres acteurs, je reviendrai vers vous là-dessus. Merci beaucoup. Avec Euh, plaisir. Merci beaucoup. Toutes les slides qui sont présentées vous seront envoyées par mail. Merci encore Claire pour toutes ces informations. C'était un peu court. Désolée. Et je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention et on aura aussi un temps de questions-réponses normalement à la fin.
Donc, si vous avez d'autres questions à réserver pour Claire, n'hésitez pas à les noter. Ah oui, on n'avait pas fini les slides. Du coup, je vous propose de donner la parole maintenant à Benoît du Creux de la métropole du Grand Paris. Donc, Benoît, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter trois dispositifs financiers de la métropole, deux qui concernent plus spécifiquement la biodiversité, et pour élargir un peu le spectre, un troisième dispositif qui concerne un peu plus la thématique nature en ville. Ces trois dispositifs financiers sont accessibles à l'ensemble des maîtres d'ouvrage et aménageurs pour le compte des maîtres d'ouvrage, mais je détaillerai ça, qui occupent le territoire de la métropole. On peut passer à la première slide. Alors, ce premier système financier qu'on appelle Fonds Biodiversité est assez récent. Il a été créé il y a un tout petit peu plus d'un an. Il découle directement du plan biodiversité qui a été établi et qui listait un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité sur le territoire de la métropole. On présente un budget de 80 millions d'euros d'ici à 2030, alors plutôt d'ici à 2026, hein, puisqu'il y a comme vous le savez tous, il y a des élections en 2026. L'idée, c'est de pouvoir bien avancer sur les projets d'ici 2026. Ce budget, il permet de financer les opérations qu'on appelle structurantes, c'est les opérations avec une forte valeur ajoutée en matière de biodiversité. Oh, allô? Voilà. On entend Je bien. ne sais pas si Tout vous va êtes bien. là. Voilà. Alors, je reprends. C'est qu'il y a une mise à jour qui est. Non, c'est pas ma journée. Il y a une mise à jour qui se lance Pas de en même temps souci, on sur a tout l'ordinateur. entendu. Il y a pas de... Voilà, donc c'est les projets structurants qui favorisent, alors c'est bien écrit là, favorisant la biodiversité de la nature en ville et s'inscrivant dans la trame écologique métropolitaine. Donc c'est plutôt des projets de grosse envergure qui sont subventionnés via le fonds biodiversité, plutôt avec un caractère qui dépasse la commune elle-même ou qui permet en tout cas l'accès à l'aménagement pour un certain nombre de résidents de la métropole au-delà de la commune. Mais ça peut concerner certains projets plus locaux dans la mesure où ces projets ont une forte valeur ajoutée en matière de biodiversité, donc ils sont très ambitieux. Là, je vous donne quelques exemples, c'est ce qui a été subventionné jusqu'à présent. Alors, comme je vous disais, le projet le fonds biodiversité est assez récent, et donc du coup, on n'a pas énormément de projets. Je veux bien qu'on revienne juste sur la slide d'avant, un instant. Pardon, j'étais un peu vite. Voilà, c'est des plantations d'arbres massives, de résorption de coupures écologiques entre deux zones à fort intérêt écologique, la désimpervision, de la renaturation, mais toujours avec une idée en matière de biodiversité. Pour ce qui est des bénéficiaires, ce sont les communes, les EPT, les établissements publics et les personnes privées qui ont une délégation de la part de ces personnes publiques. Et le financement se fait jusqu'à 80%. Il est important de noter le terme jusqu'à, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la subvention de la métropole, elle n'est pas de 80% du montant total, elle sera au maximum de 80% des montants en lien avec la biodiversité. Donc, ça veut dire qu'on va extraire du montant total de votre projet les aménagements en lien avec la biodiversité. Les dossiers sont analysés au fil de l'eau, donc les maîtres d'ouvrage qui solliciteraient une subvention au titre du fonds biodiversité peuvent déposer leur dossier toute l'année. Et ensuite, on présente ces dossiers-là en commission, en conseil métropolitain, qui statue sur l'opportunité de vous donner la subvention en amont du conseil métropolitain. Ces dossiers-là passent en commission nature, donc c'est un regroupement des élus de la métropole qui statue sur les dossiers. Voilà, on peut passer à la suivante cette fois. Parmi les trois dossiers, voilà un exemple d'aménagement qui a pu être subventionné dans le cadre du fonds. C'est un aménagement en bordure du canal de l'Ourcq, une deuxième phase à Aulnay-sous-Bois. Voilà, cet aménagement, il avait plusieurs intérêts en matière de biodiversité. Il y avait l'aménagement de frayères directement sur le canal de l'Ourcq. Il y avait la végétalisation des berges en respectant les strates végétales, donc plutôt qualitative en matière de biodiversité. Le renouvellement de l'éclairage qui permettait de respecter la trame noire. Donc ça, on a pu le prendre en charge aussi au titre du fonds. La mise en place de gîtes et de nichoirs pour les oiseaux et les chiroptères, la mise en place de refuges pour les insectes. Voilà, tout ça, c'est les items qu'on a pu nous retenir
dans le cadre de l'aménagement. On a retenu donc un montant éligible d'1,49 million d'euros sur un coût total de 2,5 millions d'euros. Donc, vous voyez que nous, on extrait une petite partie du montant total du projet. Et bien sûr, comme vous le voyez sur la photo, il y a quelques cheminements imperméables qui n'ont pas été retenus, du mobilier urbain qui n'a pas été retenu. Et on a pu appliquer un montant de subvention de 64% du montant éligible, soit 37,3% du montant total. Les 64%, ils sont le fruit d'un calcul. Nous, on a listé un certain nombre on a mis des notes en fonction de l'ambition écologique, en fonction du respect des documents cadres de la métropole, notamment le SCOT, en fonction de l'aspect innovant du projet. Tout ça, ça nous donne une note sur 100, et cette note sur 100, c'est le pourcentage de subvention qu'on va appliquer au montant éligible du projet. Voilà, donc je vous invite vraiment à retenir, ça c'est important, qu'on peut aller jusqu'à 80% du montant total, mais que la plupart du temps, on ne retient pas le montant total parce que on n'a pas la totalité de l'aménagement qui est en lien avec la biodiversité. Voilà, on peut passer à la suivante. En parallèle du fonds biodiversité qui vient d'être créé, a été mis en place depuis 2019 avec le CDC Biodiversité. On déploie le fonds le projet Nature 2050, qui est un projet national. On le déploie sur le territoire de la métropole. On le déploie à l'aide d'appels à projets. On a eu 2 éditions qui ont été organisées. Une première édition qui a permis d'extraire 9 lauréats pour un montant de 2 millions d'euros de subvention, et une deuxième édition où il y a eu 10 lauréats, c'était en 2022, la première en 2019, pour 3,7 millions d'euros de financement. Pour ce qui est du soutien financier, on soutient les collectivités, et l'idée, c'est de soutenir les collectivités qui font des aménagements en matière de biodiversité, lutte contre le changement climatique et la préservation, la restauration des espaces naturels. Les bénéficiaires sont les communes, les EPT et les personnes privées. Donc ça, c'est exactement comme le fonds biodiversité. S'ajoute aussi pour le futur appel à projet qui démarre en juin de cette année. On présente ce futur appel à projet au, conseil, au bureau métropolitain exceptionnel, puisque ce n'est pas un conseil métropolitain, puisque on est en période JO, et donc on a réduit le nombre de conseils métropolitains pour que nos élus soient mobilisés sur la partie Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, on présentera ce nouvel appel à projet en juin. Les candidatures doivent nous parvenir entre juin et octobre de cette année. Et donc, du coup, je disais que nous rajouter aux bénéficiaires potentiels les bailleurs sociaux, dans la mesure où les aménagements qu'ils mettraient en place permettraient l'accès à l'ensemble de la population sur les aménagements. Donc, ça veut dire que c'est des aménagements qui ne concernent pas que les résidents du logement social, mais l'ensemble des habitants de la commune. L'objectif, c'est pas encore complètement validé, mais je vous en parle parce que ça semble l'orientation qui va être retenue, qu'on puisse subventionner un même projet structurant, donc des projets d'envergure intéressante ou avec une forte valeur ajoutée en matière de biodiversité, au titre du fonds de Nature 2050 et du fonds biodiversité. Donc, on pourrait cumuler un financement au titre de l'appel à projet Nature 2050 jusqu'à 500 000 euros maximum, ou jusqu'à 80% du montant du projet. Si on n'atteint pas les 80% du montant du projet, s'ajoutera à ces 100 000 euros ce qu'on aura calculé au titre du fonds biodiversité pour ces projets-là. Donc ça, c'est intéressant. Pour les projets plus locaux, ils bénéficieront juste d'une subvention au titre de l'appel à projet Nature 2050. Voilà, on peut passer à la slide suivante, qui est un exemple d'aménagement qui a été subventionné au titre du premier appel à projet Nature 2050. C'est les aménagements instincts, ce qu'on appelle, c'est sur la ZAC des Tartres, et c'est le cœur vert, c'est la zone centrale aménagée. Donc ça correspond à 5700 m² de pelouse ouverte, 5500 m² de prairies mésophiles, 1800, alors vous le voyez, hein, je ne vais pas vous lister tout, mais voilà, c'est le genre d'aménagement que nous, on a pu subventionner au titre de l'appel à projet, du premier appel à projet Nature 2050. On a donné une subvention de 250 000 euros, soit 74% du montant total de 337 314 euros. Les 74%, c'est que tout n'a pas été retenu du montant total. Comme je vous disais, il y a certains aménagements qui sont du mobilier urbain, ces choses-là qui ne sont pas retenus. Voilà, on peut passer
au dernier système de financement. Pour tout ce qui est nature en ville, donc ça concerne plutôt les projets de désimperméabilisation des ronds-points, des rues, toitures végétalisées, ces choses-là. Vous pouvez solliciter une subvention de la métropole au titre du fonds d'investissement métropolitain. Donc, alors c'est un fonds qui est tout venant. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça permettra du coup, comme je vous le disais, de subventionner les projets de désimperméabilisation plus simples, pas nécessairement en lien avec la biodiversité. Le financement, c'est jusqu'à 50% du montant total du projet, avec un maximum d'1 million d'euros par projet. Les bénéficiaires sont uniquement les communes et les EPT. Les dossiers se déposent au fil de l'eau. C'est un comité de sélection composé de vice-présidents et présidents qui analysent les dossiers. Juste connaître que par comité de sélection, il y a un maximum de 2 projets qui peuvent faire l'objet d'un subventionnement, 2 projets par commune. Donc ça veut dire qu'au-delà, les communes ne peuvent plus bénéficier de subventions au titre du fonds d'investissement métropolitain. À ce stade, je peux me permettre de vous préciser qu'une réflexion est en cours au sein de la métropole pour reprendre une petite partie de ce qui était subventionné au titre du fonds d'investissement métropolitain et le rajouter sur une nouvelle version du fonds biodiversité, donc qui deviendrait fonds biodiversité nature en ville. Donc ça veut dire que juste le traitement changerait un peu, enfin ce ne seraient pas les mêmes personnes qui traiteraient, ça serait traité par mon pôle, mais sinon les modalités de financement seront les mêmes. Voilà, mais ça viendra dans un deuxième temps, certainement à partir d'octobre. Donc là, il n'y a pas d'exemple spécifiquement de financement, puisqu'il y en a énormément. Comme je vous disais, c'est des projets de nature en ville, hein. Donc, c'est des impérialisations de voiries connexes avec la gestion de la source des eaux pluviales, c'est des ronds-points qui seraient transformés, c'est des petits squares qui seraient retravaillés. C'est des toitures végétalisées, des murs végétalisés, c'est ce genre de projets qui peuvent être accompagnés au titre du fonds d'investissement métropolitain, mais qui ne seraient pas, eux, accompagnés au titre de l'appel à projet Nature 2050, ni au titre du fonds biodiversité. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie de la Ouais, présentation. Je vous rappelle simplement que pour tous les projets en matière de gestion des milieux aquatiques, c'est la métropole qui est maître d'ouvrage des travaux. Donc, c'est la métropole qui fait les travaux. Donc, si aujourd'hui, il y a des cours d'eau de la métropole qui passent par vos communes, sauf si la métropole a conventionné avec un syndicat de rivière. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la métropole qui se charge des travaux et qui fait les travaux de milieu, pour ce qui est du milieu aquatique. Voilà. Voilà, sur ce merci. dernier document, vous avez les liens et contacts par thématique. Donc voilà, je vous laisse regarder. Merci beaucoup. Je le redis, mais les slides seront transmises, donc vous aurez tous ces liens et ces contacts pour les différentes aides. On peut peut-être prendre une ou deux questions et puis on en reprendra aussi à la fin, peut-être dans l'échange final. Euh, il y avait une première question concernant le fonds Biodiv. Est-ce que le scoring que vous utilisez pour attribuer les notes est disponible ou pas? Alors, le scoring n'est pas disponible en tant que tel, mais il y a sur le site de la métropole, vous avez accès à une fiche synthétique qui présente les différents items qui nous permettront d'évaluer les dossiers. Donc, vous n'avez pas accès directement à la note qu'on va vous donner, mais vous avez accès aux différentes thématiques qui seront évaluées. Donc l'idée, c'est de bien remplir ces thématiques, d'être le plus précis possible pour les différentes lignes qui correspondent à ces différentes thématiques. Et nous, ensuite, on évalue les projets. Pour être plus exhaustif sur les 3 projets qu'on fait l'objet aujourd'hui d'une subvention au titre du fonds biodiversité, on tourne autour de entre 60 et 75% de subvention du montant éligible. Merci beaucoup. Une deuxième question, je ne sais pas si du coup sur l'appel à projet Nature 2050, Oui. il y avait écrit juin 2025. Est-ce que c'est juin 2025 ou 2024? Non, non, c'est Ah, 2024, c'est une erreur. Alors, ouais, je ok. m'en excuse. Ça passe bien au prochain bureau métropolitain extraordinaire. Donc, normalement, c'est validé là et les candidatures, c'est entre juin et octobre de cette année. Ok, donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça va venir vite. Et ensuite, peut-être une dernière question, juste rappeler synthétiquement, entre le fonds biodiversité, l'appel à projet Nature 2050 et le film, est-ce que vous pouvez rappeler les caractéristiques des projets qui sont financés, les principales différences, vous les avez énoncées, mais juste refaire une petite Oui. synthèse.
Alors, le fonds biodiversité, nous, on va clairement se positionner sur des projets d'envergure importante, ce qu'on appelle des projets structurants, qui sont très ambitieux en matière de biodiversité. Ça peut être des projets plus locaux si ça s'inscrit une commune qui est très carencée en espace vert et si le petit aménagement est vraiment, vraiment très ambitieux en matière de biodiversité, mais on va quand même globalement privilégier des projets d'envergure de grande taille. Pour l'appel à projet Nature 2050, c'est des projets intéressants en matière de biodiversité, mais qui peuvent être plus localisés sur des petites parcelles. Mais ça, c'est le jury qui décide des projets qu'il retient ou qu'il ne retient pas. Pour ce qui est du film, c'est des projets de nature en ville, donc qui ne sont pas nécessairement en lien avec la biodiversité et qui peuvent être de dimensions différentes. Ok, super, merci beaucoup. Et je me permets une dernière question, c'était de savoir si les départements, en tant que maître d'ouvrage, sont bien éligibles à l'appel Nature 2050, au fonds Biodiv et au film. Alors, au fond, Biodiv, oui. À Nature 2050, pour moi, oui aussi, mais à reclarifier. Je suis un peu récent à la métropole, mais je crois que oui. Pour le film, c'est non. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question, mais on la prendra à la fin, Oui. parce qu'elle est un peu longue, et on va passer maintenant aux aides qui sont proposées par la région. Mais merci beaucoup, Benoît, c'était très clair. Pour information, il y a eu une question aussi, est-ce que l'APC prévoit de produire un tableau de synthèse? En fait, on prévoit surtout d'intégrer ces différentes aides sur notre onglet aide financière locale. Vous aurez un peu toutes les aides et on pourra réfléchir au tableau de synthèse. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Merci, Caroline, je te laisse la parole. Oui, merci, bonjour à tous. Du coup, le service nature et biodiversité de la région porte plusieurs dispositifs en lien avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Je vais en présenter 4 de manière assez succincte pour essayer de tenir les temps. Et je vais également présenter un dispositif qui est porté par notre organisme associé Île-de-France Nature. Donc je vais commencer par le dispositif de création d'îlots de fraîcheur, dont j'ai la coordination, qui a vraiment pour objectif d'adapter les villes au changement climatique en mettant en avant la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'amélioration de la qualité de vie des Franciliens, mais aussi en prenant en compte la préservation de la biodiversité. Ce règlement d'intervention, il se compose de 3 dispositifs différents, mais je vais me concentrer sur la création d'îlots de fraîcheur à proprement parler, parce qu'il y a aussi des possibilités de financement, de création de toitures végétalisées intensives et semi-intensives sur bâtis existants. Pour ce qui est de la création d'îlots de fraîcheur, la nature des projets et des actions subventionnelles, c'est vraiment les projets de désimperméabilisation et de revégétalisation des espaces publics urbains. On vise donc là les cours d'école, les parvis communaux, les places publiques, les rues. Et c'est des projets qui doivent avoir une vision assez intégrée, assez globale, avec une réflexion aussi sur la gestion alternative des eaux pluviales pour promouvoir l'infiltration à la parcelle des eaux pluviales. Donc là, les actions qui vont être subventionnelles, ça va vraiment être les aménagements paysagers de gestion des eaux pluviales, les noues, les jardins de pluie. Et il y a aussi une composante de mise en place de revêtements perméables et durables qui peuvent être pris en compte dans les dépenses éligibles. Il y a des conditions d'éligibilité qui sont précisées au règlement d'intervention que je vous invite vraiment à lire. Mais pour revenir rapidement dessus, on exige un taux de désimperméabilisation net, donc il y a une augmentation des surfaces perméables entre l'avant et l'après-projet, en essayant de favoriser aussi la création de pleine terre plutôt que la désimperméabilisation par mise en place de revêtements perméables. Le projet doit être majoritairement axé sur des solutions fondées sur la nature, donc des solutions vertes. Donc, c'est-à-dire qu'un projet qui ne prévoit pas de plantation d'arbres, par exemple, qui prévoit principalement des changements de revêtement ou simplement la mise en place de revêtements pour l'infiltration des eaux pluviales ne serait pas éligible au titre de ce dispositif. Il faut vraiment que la végétalisation multistrate en pleine terre soit un aspect majoritaire du projet. Une autre condition d'éligibilité, c'est la palette végétale qui doit être majoritairement locale. Pour cela, il y a le guide planton local en Île-de-France de l'Agence régionale de la biodiversité qui vous permet de trouver les essences qui sont locales. Et il faut également prévoir une végétalisation qualitative avec des fausses d'arbres qui sont correctement dimensionnées, une palette qui est diversifiée et une végétalisation multistrate. Ensuite, on a dans le règlement d'intervention et dans le cahier des charges du dispositif, vous avez un peu tous les éléments qui sont éligibles et que je ne vais pas énoncer, mais par exemple, la rénovation de l'éclairage public, c'est éligible, le mobilier urbain en partie également.
Et donc, par projet, c'est jusqu'à 250 000 euros. C'est le plafond de subvention. Et en termes de taux d'intervention, on est à 50% ou à 60% du total des dépenses éligibles en fonction de... Excusez-moi, j'ai un appel. En fonction de la zone sur laquelle s'implante le projet. Est-ce qu'il est vulnérable ou particulièrement vulnérable à l'effet d'îlot de chaleur? Là aussi, le lien vers la cartographie qui est développée par l'IPR est dans le règlement d'intervention. Je voulais aussi vous donner un exemple de projet particulièrement qualitatif sur une cour d'école qui a été déposée par le département de la Seine-Saint-Denis. C'est donc un projet de cour oasis pour le collège Joliot-Curie de Stein qui s'insérait au sein d'un programme de lutte face au changement climatique qui est porté par le département avec un objectif de déploiement de cour oasis sur 130 collèges sur 40 communes de leur territoire. Ce qui était vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a toute une phase de diagnostic et d'expertise qui a été réalisée en amont, une démarche de concertation avec l'équipe éducative. Ils ont été accompagnés par le CAE du 93, avec les collégiens. Et l'idée, c'était de connaître les usages, les besoins des élèves en matière d'organisation de la cour, de plantation et de mixité d'usage. Et ensuite, les aménagements programmés répondaient parfaitement au règlement d'intervention porté par la région. C'était vraiment des actions de désimperméabilisation avec une augmentation des surfaces perméables de 12% de la cour à 65% de la cour. Il y avait aussi des aménagements de restauration, pour vraiment la préservation de la biodiversité. Ils ont prévu une zone de plantation dense qui serait pas ouverte aux élèves pour essayer de favoriser la biodiversité. Ils ont mis en place des revêtements perméables. Alors, j'ai malheureusement pas encore de photos du projet, donc vous avez simplement le plan du projet. Mais voilà, donc ça a donné une subvention de 128 000 euros 128 128 euros pour un budget global de 331 500 euros. La majeure partie des dépenses étaient éligibles au titre de ce dispositif. On a simplement enlevé des dépenses de revêtement imperméable, de clôture, d'études qui avaient été faites en amont du dépôt et donc qui ne sont pas éligibles. Mais la plupart des dépenses ont été éligibles, que ce soit l'installation de récupérateurs d'eau pluviale, de revêtement perméable, de plantation, d'accessoires de plantation, de mobilier, de fontaines à boire. Donc ça, c'était vraiment un projet qui était assez exemplaire. Et c'est le type de projet qui est visé par ce dispositif sur les cours d'école. Ensuite, il y a un autre règlement d'intervention qui est la stratégie régionale en faveur de l'eau et des milieux aquatiques et humides, qui là aussi est un règlement d'intervention assez global qui se décompose en plusieurs dispositifs avec donc, la renaturation des berges et des milieux aquatiques, la promotion de la ressource pluviale, c'est-à-dire que c'est des récupérateurs d'eau sur des bâtiments publics, mais aussi tout ce qui est animation de démarches territoriales avec les contrats tram vert et bleu. Moi, je voulais revenir plus particulièrement sur le dispositif de maîtrise des ruissellements par des imperméabilisations des sols et l'utilisation, qui se recoupe un peu avec îlot de fraîcheur. Donc là, l'idée, c'est aussi d'essayer de faire un peu le distinguo entre les deux. La nature des actions subventionnables dans ce dispositif, c'est aussi la désimperméabilisation des sols et la végétalisation associée, mais c'est vraiment le cœur du projet qui compte. C'est vraiment le cœur du projet, c'est la gestion des eaux pluviales, donc la mise en place d'aménagements végétalisés pour la gestion des eaux pluviales, des noues, des bandes enherbées, des jardins de pluie, etc. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est si là, par exemple, il n'y a pas de strate arborée qui est mise en œuvre, par exemple, sur un parking, le dispositif eau permet de couvrir ce projet, alors que le dispositif îlot de fraîcheur ne pourrait pas. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion sur le cœur du projet. Est-ce que c'est un projet global sur la lutte contre les effets du lot de chaleur, ou est-ce que c'est vraiment un dispositif un projet qui vise la gestion des eaux pluviales? Mais voilà, de toute façon, les équipes régionales sont disponibles, donc vous pouvez toujours venir en amont du dépôt du projet pour nous demander un avis sur le dispositif qui est le plus adapté ou non à votre projet. Et là, les taux d'intervention sont assez différents. Le cas général, c'est un plafond de subvention de 400 000 euros avec un taux d'intervention de 50% du montant total des dépenses éligibles. Et je voulais aussi vous donner un exemple de projet qui a été financé par la région et cofinancé par l'Agence de l'eau et la métropole du Grand Paris. C'était la végétalisation du cimetière Voltaire, à Suresnes. Le cimetière Voltaire est situé au cœur du quartier Mont-Valérien de Suresnes. Et dans le cadre de son plan zéro phyto, la commune s'est engagée dans la végétalisation de ce cimetière de 2,3 hectares, avec pour objectif la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, mais surtout la désimperméabilisation des sols et l'amélioration de la gestion des eaux pluviales. Les aménagements qui ont été pris en compte dans la base éligible, c'est l'enherbement d'une partie des allées secondaires, la végétalisation de certains secteurs de concession, la plantation d'arbres et aussi la mise en place de zones de prairies.
C'était un projet qui était particulièrement ambitieux en matière de gestion des eaux pluviales et qui a permis d'éviter 40 mètres cubes de ruissellement par an. Peut-être petite chose pour aussi préciser, entre îlot de fraîcheur et le dispositif eau, c'est aussi le type d'espace qui est visé. Ça a été un arbitrage politique. Donc tout ce qui est projet de cours d'école et de parvis de mairie, etc., ça va vraiment être visé par le dispositif îlot de fraîcheur, alors que les projets de cimetière et les projets de parking vont plutôt être couverts par le dispositif eau. Moi, je m'attarde peut-être pas sur ce projet pour passer à un autre dispositif, qui est le dispositif Plan Vert, qui était à l'origine porté par la région Île-de-France, mais qui depuis l'année dernière est porté par notre organisme associé, Île-de-France Nature. Le plan vert, il a vraiment pour objectifs principaux de réduire la carence en espaces verts des Franciliens, de créer ou d'améliorer les espaces de nature qui sont ouverts au public et de renforcer l'action régionale en matière de préservation et de restauration des milieux naturels, ainsi que le retour de la nature en ville. Le soutien d'Île-de-France Nature, il concerne tout le territoire francilien et il porte sur 2 grands volets, la création et l'ouverture au public de nouveaux espaces verts et de nature, ceci permettant la création, la renaturation ou la restauration écologique d'espaces préalablement privés et ou inaccessibles, ou encore d'espaces artificialisés que l'on viendrait désimperméabiliser, végétaliser et ouvrir au public. C'est vraiment la création de parcs, de squares. Ou alors, un deuxième volet, c'est l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité d'espaces verts existants et qui sont déjà ouverts au public et qui tombent donc sous la requalification d'espaces verts. À noter que cette aide, elle n'est pas cumulable avec des subventions régionales. Et peut-être que je vais donner donc un exemple rapidement de projet qui a été financé quand le dispositif était porté par la région Île-de-France, qui est un projet donc à Épinay-sur-Seine de création d'un parc qui s'appelle la réserve écologique, le parc écologique d'Épinay-sur-Seine, qui est sur un espace de nature de 1,5 hectare, qui est ouvert au public depuis 2019. Cet espace, auparavant, c'était une friche communale qui était laissée à l'abandon pendant de nombreuses années et où une végétation spontanée s'était développée. Positionnée au cœur de la commune, cette friche, elle s'inscrivait dans un quartier qui était fortement urbanisé au sein d'une ville très carencée en espaces verts. C'est pourquoi la commune a décidé d'ouvrir cet espace au public et qui a reçu une subvention assez conséquente de 315 675 € et qui a été aussi cofinancée avec les acteurs autour de la table aujourd'hui. Les dépenses principales qui ont été financées, c'était la démolition, le nettoyage du site, des opérations de terrassement, de préparation des sols, les revêtements perméables, quelques clôtures qui étaient perméables à la petite faune, des jardins pédagogiques et familiaux, des cabanons, des cuves de récupération des eaux pluviales. Donc c'était aussi la métropole du Grand Paris qui a financé le projet au titre du film à hauteur de 360 000 € si je ne me trompe pas. Et donc c'est 15 000 mètres carrés d'espaces verts qui ont été créés dans le cadre de ce projet. Je voulais aussi revenir sur 2 autres dispositifs très rapidement portés par le service nature et biodiversité qui, eux, ont plutôt une visée préservation de la biodiversité avant cadre de vie des Franciliens. C'est le dispositif pour la reconquête de biodiversité en Île-de-France, avec des actions concrètes en faveur de la préservation des écosystèmes et des espèces. Donc c'est tout ce qui est restauration de trames vertes, études pour la restauration des continuités écologiques, préservation des milieux naturels, création de mares, implantation de haies, acquisition de connaissances, sensibilisation, animation et formation aux enjeux de biodiversité. Pour vous donner un exemple de type de projet éligible, si par exemple dans le cadre d'un plan biodiversité ou même d'un plan d'adaptation que vous voulez mettre au sein de votre territoire, mais que dans ce plan d'adaptation, il y a tout un accès études faune-flore, inventaire, diagnostic de vulnérabilité pour la biodiversité. C'est des actions qui peuvent être subventionnées dans le type de dispositif. Et ensuite, tout ce qui va être mis en place d'une gestion favorable à la biodiversité sur des espaces verts existants. Là également, c'est éligible au titre de ce dispositif. Donc, le projet que je voulais vous présenter très rapidement, c'est un projet qui n'est pas forcément porté par une commune, mais qui a été porté par une association Espace, qui est pour l'entretien différencié et le suivi écologique d'emprises ferroviaires diverses. Là, sur la photo, c'est la petite ceinture au sein du 14e arrondissement de la ville de Paris. Et donc là, les aménagements qui ont été financés et qui peuvent être financés au titre de ce dispositif, c'est vraiment la gestion écologique des milieux naturels, en gestion des espèces envahissantes,
des inventaires et des suivis des projets qui sont mis en œuvre, la mise en place d'habitats pour la petite faune, donc là, il y a des hôtels à insectes qui ont été mis en œuvre, le semis de prairies et aussi des actions de sensibilité, et ça s'insère aussi dans le cadre d'une insertion professionnelle. Voilà, c'est un peu un panel. Là, vous avez quelques visuels du projet. Et la dernière chose que je voulais évoquer, c'était l'AMI, Restauration de continuité écologique terrestre, où là, la région soutient les actions de restauration de continuité écologique d'envergure régionale identifiées au sein du schéma de cohérence régionale écologique, le SRCE. Donc, c'est vraiment des ouvrages de franchissement type passage à faune, corridor végétalisé, reconstitution, trame paysagère. Et la région, dans ce cadre, propose également un accompagnement en ingénierie technique avec les partenaires qui sont cités sur cette slide. Voilà, je suis allée assez rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'avais une dernière. Ça, c'est un dispositif non financier, simplement pour information, si vous voulez faire labelliser des espaces de nature au sein de votre commune pour avoir une reconnaissance régionale des bonnes pratiques que vous mettez en œuvre sur ces espaces pour la biodiversité. Sachez que c'est ouvert, il y a une session par an, et là, c'est ouvert jusqu'au 30 juin prochain. Chaque lauréat est ensuite invité lors d'une cérémonie des lauréats pour rencontrer les élus et les autres lauréats, pour présenter les projets qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils vont mettre en œuvre, de bénéficier d'un accompagnement par les services régionaux. Il y a aussi un kit biodiversité qui est transmis avec un nichoir à oiseaux, un tachyroptère, des graines, etc. Voilà, c'est un dispositif non financier, mais de labellisation des bonnes pratiques de gestion écologique que vous mettez en œuvre sur vos espaces de petites surfaces. Et en termes de détails pratiques, là, je vous ai mis pour plus tard, quand vous relirez les slides, à tête reposée, un peu, j'ai essayé de catégoriser les différents types de projets par dispositif qui sont portés par mon service. Et ensuite, voilà, pour finir de manière pratico-pratique, le dépôt des projets se fait sur la plateforme mesdémarches-de-france.fr. Les dispositifs, ils sont de manière générale ouverts en continu sur la plateforme. Néanmoins, il faut avoir en tête le calendrier des commissions régionales, des commissions permanentes régionales. Il y en a 4 à 5 par an. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en amont sur la boîte biodiversité@ile-de-france.fr pour connaître les sessions. En général, il faut compter entre 4 à 6 mois entre le dépôt d'un dossier et la réponse en commission régionale. Il est tout à fait possible de bénéficier d'une demande d'une dérogation pour démarrage anticipé. Là encore, il faut le demander en amont au moment du dépôt. Chaque dispositif a un règlement d'intervention qui vraiment précise les conditions d'éligibilité, les types de projets éligibles et qui liste précisément les pièces techniques et administratives qui sont requises. Donc, je vous invite à bien les lire. Et ensuite, il y a des cahiers des charges qui reviennent un peu plus précisément sur les attendus techniques et qui précisent également des préconisations avec des ressources bibliographiques et un peu les attendus techniques sur la taille des fosses, sur les palettes végétales, sur le type de bonnes pratiques et les écueils à éviter également dans les projets pour ne pas avoir un effet contre-productif dans vos projets. Et donc, avant le dépôt, n'hésitez pas à contacter via la boîte générique la région en donnant des détails pratiques sur vos projets, des détails techniques. Et nous, on viendra vous accompagner pour le dépôt et aussi pour vous aiguiller vers le bon dispositif. Voilà, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup, Caroline. Je donne aussi, voilà, il y a les contacts ici. On a quelques questions, on a un petit peu dépassé, je vais juste Oui, en pardon. prendre une ou deux. Le dispositif Plan Vert Nature Partout et pour tous peut-il concerner la réhabilitation de jardins partagés? Oui, je pense. C'est pas nous qui le. Je pense. Vous pouvez vous retourner vers planvert@ilefrancenature.fr, mais il me semble que ça rentrerait dans le qualificatif requalification, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. Voilà. Ok. Une autre question, c'était est-ce que des études préalables comme les simulations microclimatiques peuvent être éligibles pour la subvention îlot de fraîcheur? Alors non, c'est vraiment les études préopérationnelles sur un site pré-identifié avec vraiment un calendrier du projet acté. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'aide à la région pour tout ce qui est études de diagnostic territorial sur les effets d'îlots de chaleur. Il y a un AMI qui est porté par Île-de-France Nature qui s'appelle l'AMI Retour de la nature en ville qui finançait ce type de projet. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur une nouvelle session en 2025. Si une nouvelle session en 2025 a lieu, il y aura une campagne de communication dessus. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de cette AMI, que ce type d'études pourrait être financé. Merci beaucoup. Et une toute dernière question, est-ce que la création des zones humides fait aussi l'objet des dispositifs de financement ou est-ce que c'est davantage la restauration de ces milieux?
qui est financé? Alors, ça va dépendre du projet. Je dirais là, comme ça, ce serait soit le dispositif reconquête de la biodiversité ou le dispositif eau. Mais là encore, ça dépend sans détail plus précis, je ne saurais pas répondre. Ok. Merci beaucoup. Bah, dans tous les cas, pour toutes les précisions, il y a toutes les informations aussi sur le site de la région. On va vous retransmettre aussi toutes ces slides et vous avez aussi des contacts sur le site de la région si vous voulez avoir plus d'informations sur les aides. On va donner la parole au dernier intervenant, donc Sébastien Derieux, qui va présenter les aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Rebonjour à tous. Donc, je vais faire un focus sur les aides que l'agence peut apporter pour la gestion des eaux pluviales, surtout. Justine. Oui, Donc, un petit rappel pourquoi l'agence de l'eau aide les projets qui permettent de gérer les eaux pluviales sans les rejeter au réseau. Donc, tout ce qui est réduction des ruissellements des eaux pluviales. Parce qu'il y a un intérêt de réduction des rejets au milieu naturel. En effet, quand vous avez sur la ligne du dessus, quand vous avez un réseau unitaire, vous mélangez les eaux pluviales et les eaux usées, et en cas de forte pluie ou de pluie qui est particulièrement longue, il y a des rejets via les déversoirs d'orage au milieu naturel, pour ne pas qu'il y ait des inondations sur la voie publique. En réseau séparatif, si les eaux pluviales rejoignent le réseau d'eau pluviale, il y a un lessivage des sols, il peut y avoir une concentration de la pollution et ces réseaux d'eau pluviale se rejettent directement au milieu naturel. Donc, dans les deux cas, il y a un risque de pollution. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas rejeter les eaux pluviales directement dans les réseaux via les avaloirs, mais de les infiltrer au plus près de l'endroit où elles tombent. On va passer à la diapo suivante. Alors, l- pour l'agence de l'eau, l'intérêt pour éviter cette pollution des milieux naturels, c'est de gérer principalement les petites pluies, ce qu'on appelle les pluies courantes. Les pluies courantes, celles qui ont une période de retour inférieure à un an. Donc, ce sont toutes les pluies qui, c'est les pluies qui représentent la majorité des volumes de pluie sur un an. Donc, en Île-de-France, si on peut gérer les pluies entre 8 et 10 millimètres en 24 heures qui tombent, on arrive à gérer 80% du volume annuel de la pluviométrie d'Île-de-France. Donc, si on peut gérer ces petites pluies, on a géré principalement le plus gros problème de pollution des milieux naturels. Ensuite, il y a d'autres pluies, les pluies moyennes ou les plus fortes, mais qu'on gère différemment. On maîtrise plutôt le ruissellement, on évite les inondations et on protège les biens et les personnes. Donc, une des conditions d'éligibilité aux aides pour l'agence de l'eau, c'est de gérer en infiltration, sans rejet au réseau, les pluies courantes. On va passer à la diapositive suivante. Alors, différentes solutions peuvent être mises en place, ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, principalement. Donc, on peut partir du haut d'un immeuble aux toitures végétalisées, et ensuite, au niveau du sol, on a des jardins de pluie, des espaces verts en creux, des noues, des parkings végétalisés, des parkings avec du revêtement ou parking ou voirie avec des revêtements poreux non végétalisés, comme des bétons drainants, par exemple. Et également, on peut récupérer les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées dans des cuves pour la réutilisation, que ce soit pour l'arrosage ou pour le nettoyage de voiries. Donc, toutes ces solutions, on préfère les solutions fondées sur la nature, donc plus les solutions vertes. Toutes ces solutions peuvent être financées, selon certaines conditions, bien sûr, par des aides de l'Agence de l'eau, en complément des aides qu'on peut être présentées précédemment par la région, par la métropole. Donc, 80%, si on arrive à gérer 80% du volume sans rejet au réseau, on a géré 80 on a géré le principal problème de pollution des milieux naturels. Donc, on va passer à à la diapo suivante. Alors, comme on a vu, il y a les toitures végétalisées. Une des conditions d'éligibilité pour qu'une toiture soit éligible aux aides, c'est d'avoir un minimum de substrat d'une épaisseur de 8 cm. Avec 8 cm, on peut gérer ce qu'on appelle les plus courantes. Donc je dis bien de substrat. Quelquefois, il y a des solutions qui permettent d'allier le substrat avec des réserves d'eau sous la végétalisation, sous le substrat. Ces réserves d'eau ne sont pas prises en compte dans le calcul de rétention des eaux pluviales. Donc c'est un choix de l'agence de l'eau, des administrateurs, dans le programme, d'avoir indiqué un minimum d'épaisseur de substrat. Donc vous avez différentes illustrations. Vous avez une toiture en bas à gauche
qui va de quelques centimètres sur le premier plan jusqu'à plus d'un mètre tout en haut. On voit des grands arbres, des grands sujets sur le toit c'est une école à Boulogne-Billancourt. On a plus d'un mètre d'épaisseur de substrat. Après, on a une autre toiture au milieu, une toiture végétalisée sur un bâtiment, sur un bâtiment de bureau. Et en bas, là où on voit les trois personnes en train de ramasser des tomates, on est sur une toiture végétalisée sur le site de Suzanne Lenglen. Donc la toiture dite Suzanne, c'est de l'agriculture urbaine. Donc les toitures peuvent également servir à de l'agriculture urbaine, mais ce n'est pas ce que l'agence va se financer. L'agence, dans ce projet d'agriculture urbaine, a financé la mise en place de la toiture végétalisée et ensuite, le maître d'ouvrage a fait le choix d'installer des racks de culture par-dessus la toiture végétalisée pour faire de l'agriculture. On va passer à la diapo suivante. Deux applications au sol, des bandes au milieu de voiries, en haut à gauche. Donc on voit en fait qu'il y a des bordures ajourées qui vont permettre de laisser l'eau pluviale ruisseler vers ces bandes enherbées au centre de la voirie. Après on a un parking non végétalisé avec des pavés drainants qui ne sont pas très végétalisés. On a en bas à gauche une école. Donc là, on a un espace vert en creux qui est au centre de cette école et les pentes de l'école ont été reprises pour faire ruisseler les eaux pluviales directement dans cet espace vert. En bas au milieu, on a une noue d'infiltration dans un grand parking. Donc on voit bien que les places sont pentées vers cette noue qui va permettre de gérer toutes les eaux pluviales jusqu'à la décennale. Et en bas à droite, on a une autre illustration de trottoir. Il me semble que c'était à Suresnes. Voilà, les eaux pluviales ruissellent. La pente du trottoir est pentée vers les espaces verts qui sont sur le trottoir. Donc ça va permettre également d'infiltrer les eaux pluviales directement, sans les rejeter au réseau. On passe. D'autres exemples rapidement, des bandes enherbées entre les pieds d'arbres, ce sont les solutions simples à mettre en place quand tu as une réfection de voirie ou de trottoir. Voilà, on essaie de faire une grande bande enherbée entre les pieds d'arbres. Ça donne plus d'espace vert pour les arbres et ça permet de gérer en plus les eaux pluviales. Il y a un cadre de vie quand même qui est plus sympathique. Là, d'autres exemples dans la ville de Paris. Pour ceux qui sont parisiens, on le voit beaucoup. C'est répété sur les grandes avenues, sur les grandes contre-allées qui servait principalement de parking avant ces végétalisations. Passer à la diapo suivante. Donc des contre-exemples, des bordures non ajourées le long d'espaces verts. Là, on a un exemple dans les Hauts-de-Seine où les eaux de pluie du trottoir ne vont pas pouvoir directement s'infiltrer dans les espaces enherbés. À droite, c'est un parking. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de bordure. Il y a eu une erreur de conception. Et les eaux pluviales, on voit bien, ruissellent dans un caniveau pour rejoindre un avaloir de voirie et rejoindre le réseau après, alors que théoriquement, ça aurait dû être une noue d'infiltration sur le parking. Un exemple chez un bailleur social, alors bien sûr, ce n'est pas pour critiquer cet aménagement, c'est un aménagement d'un autre temps, on va dire, d'il y a quelques années, où on rejetait toutes les eaux pluviales au réseau pour que ça soit propre. Maintenant, on mettrait plus de bordure, on ferait plus un avaloir en plein milieu de l'espace piétonnier. On réaménagerait ces espaces vraiment autrement, comme on a pu le voir. Donc, tous ces solutions peuvent être financées par des aides de l'Agence de l'eau. Alors, l'agence, on est au 11e programme qui prend fin à la fin de cette année, fin 2024. Et les aides aujourd'hui sont assises sur le calcul de ces aides et fonction des mètres carrés qui sont déconnectés du réseau. Donc, on regarde la situation avant projet et on regarde la situation après projet. Et toutes les surfaces qui sont reprises, qui sont végétalisées, et qui vont permettre de ne plus envoyer ces eaux pluviales au réseau d'assainissement, mais en infiltration, que ce soit dans des espaces enherbés ou des espaces simplement perméables non végétalisés. Toutes ces surfaces vont permettre de calculer l'assiette de nos aides. Donc ce qu'il faut, c'est déconnecter au maximum, par exemple les trottoirs, les voiries peu circuler, tout ce qui n'est, tout ce qu'il n'y a pas de risque de pollution. Donc cette assiette, elle varie ensuite. Là, on est vraiment dans le 11e programme pour tous les dossiers qui vont être déposés d'ici la fin de cette année. Donc cette assiette va varier en fonction des surfaces de pleine terre qui vont être mises en place, s'il y a une diminution ou une augmentation, des taux de végétalisation des surfaces qui étaient initialement imperméabilisées, de la gestion des plus fortes également. La gestion des plus courantes est le critère d'éligibilité, mais si le projet permet de gérer les plus fortes en infiltration sans rejeter au réseau, il y a également une bonification de ces aides. Et ensuite, pour les toitures végétalisées,
on, on a, on a deux niveaux d'aide pour les toitures, celle avec un substrat supérieur à 8 cm jusqu'à 25 cm, et celle dont les épaisseurs de substrat sont supérieures à 25 cm. Donc on a actuellement, au 11e programme, trois niveaux d'assiette d'aide, 30 euros par mètre carré, 60 ou 100. On va passer à la diapositive suivante. Donc cette assiette, ensuite, on la multiplie par rapport à un pourcentage d'aide, donc 40% pour les entreprises et 80% pour les collectivités ou les bailleurs sociaux, par exemple. Donc 80%, c'est 80% de notre assiette qui était à 30, à 60 ou à 100 euros maximum. Ensuite, les études préalables peuvent être financées également au moment des travaux à 50%. Donc ce montant d'aide pour les études se rajoute aux aides aux travaux. Donc ça, c'est jusqu'à fin 2024. La diapositive suivante, ce sont les grandes orientations qui sont actuellement retenues dans les instances à l'Agence de l'eau pour le 12e programme qui prendra effet au 1er janvier 2025. Donc ce qu'il faut retenir principalement, actuellement, au 11e programme, on accepte les projets qui qui présente une diminution des surfaces de pleine terre. Même si on a une augmentation des surfaces déconnectées du réseau, on peut quelquefois, lors de la densification urbaine, par exemple, avoir des surfaces qui avoir des diminutions de surface de pleine terre. Ces projets ne seront plus éligibles au 12e programme. Donc forcément, il faudra qu'on ait à minima un maintien des surfaces de pleine terre pour, pour que le projet soit éligible. Ensuite, pour les toitures végétalisées, le critère de 8 cm demeurera. Par contre, il n'y aura plus de bonification pour les toitures au-delà de 25 cm. Donc, il y aura un seul taux d'aide, a priori, pour les toitures végétalisées. Euh, donc, l'assiette d'aide sera toujours calculée sur les surfaces déconnectées du réseau d'assainissement. Et ensuite, il y aura une bonification. Alors, on parlera plus de bonification pour les plus courantes, pour les mètres carrés de surface de pleine terre mis en place, pour les mètres carrés des imperméabilisés, etc. Mais on aura une bonification pour les surfaces de pleine terre supplémentaires qui seront créés lors de ce projet. Donc on aura deux niveaux d'aide, une aide aux surfaces déraccordées et une aide qui viendra en complément aux surfaces de pleine terre végétalisées. Actuellement, les surfaces perméables qui sont remaniées pour la gestion des eaux pluviales peuvent être financées. Par exemple, vous avez un espace vert, vous le creusez pour faire une noue, il est éligible aujourd'hui aux aides. Au 12e programme, toutes ces surfaces vertes existantes ne sont pas éligibles. Elles existent, elles infiltrent les eaux pluviales aujourd'hui, on ne les refinance pas dans le cadre du projet. Et ensuite, j'ai parlé tout à l'heure des cuves de récupération qui sont éligibles aujourd'hui dès qu'elles permettent de gérer les pluies courantes pour, euh, pour l'arrosage ou le nettoyage. Aujourd'hui, le trop-plein de cette cuve peut être raccordé au réseau. Demain, pour qu'une cuve soit éligible, forcément, il faudra que le trop-plein soit raccordé parte vers un espace de pleine terre en infiltration. Donc, c'est vraiment les gros changements. Toute bonification pour les toitures au-delà de 25. Les surfaces vertes existantes ne seront plus prises dans le calcul de l'aide. Et les cuves le trop-plein doit partir en infiltration. Ce sont vraiment les trois grands changements euh, qui sont prévus au 12e programme. Je ne sais pas s'il y a une diapo encore. Oui, alors pour déposer un dossier, c'est un peu le même principe que pour la région. Souvent, les dossiers sont communs pour la région et pour l'agence de l'eau. Par contre, c'est un dossier par organisme. Le dossier de l'agence de l'eau, je dirais, est assez simple. Il faut le déposer avant le premier ordre de service, que ce soit de préparation ou de démarrage, mais le premier ordre de service, le premier acte juridique qui lance le projet ou la signature de bon de commande. Il y a trois pièces, un formulaire qui est à compléter pour le dépôt, un dossier technique qui précise le projet avant et après, avec des plans et des coupes afin de comprendre la gestion des plus courantes sur le projet. Et ensuite, les pièces financières ça peut être les estimatifs pour le dépôt du dossier, et ensuite les offres définitives sont indispensables pour que l'agence puisse instruire le dossier. Et ce dossier, constitué de ces trois pièces, doit être déposé sur le site de démarche simplifiée qui est accessible depuis le site de l'agence de l'eau. De toute façon, vous aurez la diapo après, vous aurez les liens. La dernière diapo, c'était juste pour vous montrer pour faire un zoom sur les projets de gestion des eaux pluviales financés à l'agence en 2023, pour un peu la répartition. Donc on voit encore que c'est très parisien, très petite couronne.
ça commence à s'étendre vers la Grande Couronne. C'est un peu normal, ce sont les zones denses. Donc on a beaucoup de projets de cours d'école, par exemple les cours Oasis. On a des projets de bailleurs et quelques gros projets d'entreprises ou de promoteurs immobiliers, plus en Grande Couronne. Voilà, vous aurez aussi cette diapo de toutes les façons pour information. Voilà, je crois que j'ai fini. C'était très rapide, mais on m'avait laissé que 10 minutes, un quart d'heure. J'étais à un quart d'heure. Voilà. Merci beaucoup. C'était très dense, effectivement. Je le redis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet Q&R. On a encore 5 minutes peut-être pour des questions. Euh, une première question, c'est le financement de 50% pour les études. Est-ce qu'il s'adresse aussi aux études de simulation microclimatique? Je dirais non, c'est vraiment les études qui concernent le projet de gestion des eaux pluviales. Donc, toutes les études de faisabilité. Et elles sont financées euh, en même temps que les travaux. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que le dossier soit déposé avant l'ordre de service, avant le bon de commande. Ça ne vaut pas pour les études préalables. Les études préalables peuvent avoir été réalisées en amont. Ça ne vaut pas Ok. démarrage. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais aussi une question peut-être pour tous les intervenants. Si vous pouvez un peu nous expliquer, enfin, Sébastien, vous mentionniez qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient en cofinancement avec la région. Donc peut-être nous réexpliquer un peu justement la manière dont vous travaillez en fait en cofinancement et dont ces aides peuvent être complémentaires. Alors, par exemple, je vais répondre déjà pour l'agence de l'eau. Normalement, dans le formulaire de l'agence de l'eau, il y a un tableau qui doit être rempli par le maître d'ouvrage dans lequel justement les cofinancements apparaissent. Donc ça, on invite vraiment le maître d'ouvrage à nous signaler les cofinancements qu'il pourrait percevoir parce que au moment des paiements, sinon ça risque de bloquer si le projet est financé à plus de 80%. Donc on se parle également, on se connaît entre nous. Voilà, quand on voit qu'il y a un cofinancement possible avec la région, avec la métropole, on s'appelle, on se transmet les financements qu'on peut apporter pour ne pas dépasser le plafond. Caroline, tu voulais compléter aussi? Non, tout à fait. On demande aux porteurs de projets de nous transmettre un plan de financement complet et donc on discute entre nous. Simplement pour préciser que lorsque la région est parmi les cofinanceurs, le plafond de subvention publique autorisé sur un projet est de 70%. Donc il faut prévoir 30% de reste à charge pour le porteur de projet. Ça Ok, vaut pour merci. certains dispositifs, pas tous, mais voilà. Pour les très cher notamment. Ok, Euh, merci beaucoup. en Oui. complément, juste préciser que je ne l'ai pas dit dans l'ordre de ma présentation, donc c'est une bonne question. Préciser que le financement de la métropole vient en complément d'autres financements. On est cofinanceur. Donc la métropole exige que les maîtres d'ouvrage qui solliciteraient les subventions au titre du fonds biodiversité en tout cas, et fait l'exercice d'aller solliciter des subventionnements d'autres financeurs avant de solliciter la métropole. La métropole vient en cofinanceur et ne veut pas avoir une position d'unique financeur d'un projet, sauf si les sollicitations de cofinancement ont échoué. J'en profite aussi, puisqu'on aborde le sujet, pour préciser que l'ensemble des collectivités composant la métropole peuvent solliciter la métropole pour bénéficier d'ingénierie financière portée par le cabinet EY. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si elles nous sollicitent, on les oriente vers EY pour qu'eux fassent l'exercice d'aller sonder par projet les financements qui peuvent être captés. Donc, bien en profiter, ça a vraiment de l'intérêt pour nous tous, financeurs, et puis pour évidemment les collectivités. C'est valable jusqu'à la fin de l'année 2024 pour l'instant. Je ne sais pas encore si ça va être reconduit en 2025. On est en attente. Voilà. Merci Peut-être en beaucoup. Oui, complément Claire. rapidement pour l'ADEME, c'est le même fonctionnement, hein, quand on est vraiment dans l'instruction de dossier, on va avoir cette lecture sur le plan de financement pour pas dépasser l'aide publique maximale. Et après, dans le cadre de l'AMI TACT, donc il y a ce fameux coach que j'ai évoqué qui accompagne et qui a aussi ce rôle d'accompagnement. Il y a des collectivités, c'est difficile en termes de temps, enfin, de moyens, d'aller aussi, d'avoir cette lecture, puis on peut s'y perdre facilement. Donc, les aider à mettre en avant un peu ce qui peut être complémentaire ou aller chercher d'autres aides. Et voilà, c'est un peu innovant. Et puis après, bah, comme on est beaucoup de partenaires autour de la table, cette AMI, on parle nous aussi entre nous. Donc,
ça va être l'occasion de se dire, ah bah là, nous, on va plutôt les accompagner là-dessus, et puis la complémentaire à se faire aussi sur la durée, et pas que aussi sur une solution technique qui peut être justement basée sur solution d'adaptation fondée sur la nature. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que si vous avez d'autres questions dans le public, c'est le moment de les poser. Sinon, moi, j'avais une petite question aussi pour Benoît. Vous mentionnez que c'était deux projets qui étaient finançables par le film, par commune. Est-ce que c'est dans une limite de temps? Est-ce que c'est par an? Est-ce que... Enfin, Non, enfin, oui, c'est pas par an. En fait, il y a trois commissions dans l'année. Alors, malheureusement, en période de JO, là, pour l'année 2024, il ne reste plus qu'une commission qui est autour du mois de décembre. Et par commission, c'est deux dossiers qui sont présentables par commune. Donc, en gros, ça va un maximum de six, toutes ok, thématiques confondues. ok, très bien, c'est clair. Est-ce que les intervenants, vous souhaitiez... Ah, il y a une question. Euh, le seul le financement de l'agence de l'eau est destiné aussi aux promoteurs bailleurs privés. Euh, est-ce que vous... Enfin, vous Alors, voulez réagir? nous, à la région, il y a les bailleurs sociaux privés ou publics qui sont éligibles sur certains des dispositifs. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les bénéficiaires éligibles, mais ils sont inscrits sur les slides. Voilà, donc, Oui. n'hésitez pas. Comme aujourd'hui, on était vraiment centré sur les aides aux collectivités, on n'est pas du tout rentré dans le détail des aides privées. Mais comme je le disais, ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de webinaires. Donc, on va organiser d'autres webinaires sur les aides, plutôt sur les solutions grises et aussi les aides justement aux acteurs privés. Dans le courant de l'année, donc on vous tiendra au courant de ces prochains webinaires qui pourront venir compléter en fait toutes les informations qu'on a données aujourd'hui. Benoît, vous souhaitiez aussi compléter? Non. Non, Non. non, enfin, Ok. la question ne s'adressait pas à moi, puisque j'entendais parler de l'agence de l'eau. Oui, bah, Sébastien. Moi, j'ai rien à... Non, Monsieur Grémard le sait, en effet, l'agence de l'eau finance les promoteurs, les bailleurs privés. Mais voilà, c'est la question s'adressait plutôt aux autres, en fait. J'ai l'impression. Parce qu'il sait Oui. qu'on Ok, finance. alors du coup, je vous précise que non, ce sera les collectivités, les EPT. Alors, les aménageurs, oui, dans la mesure où c'est les espaces rétrocédés à la collectivité in fine, mais pour les promoteurs, on ne se positionne pas dessus. On ne subventionne pas. On a aussi et ce sera la dernière question, après je vais conclure, sur est-ce que l'existence de carrières sur un territoire peut remettre en question des projets de gestion des eaux pluviales par renaturation et les financements afférents? Peut-être pour l'agence de l'eau sur ce sujet. Bah, ça peut remettre en question, en cause l'aménagement, mais c'est les études préalables qui vont le dire, hein, si l'aménagement est réalisable, même s'il y a des carrières. Après, s'il y a une construction, j'imagine que les carrières vont être comblées, ou voilà, il y a différentes solutions ensuite pour gérer les eaux pluviales. On peut ne pas infiltrer les eaux pluviales, on peut étancher les ouvrages. Si les eaux pluviales sont retenues à la parcelle et que les pluies courantes ne rejoignent pas le réseau au moment après le projet, même s'il y a des carrières, ça, c'est finançable par l'agence de l'eau. Ok, merci, c'est très clair. Je vous propose de conclure. Je vais remercier tous les intervenants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir préparé les slides qui vous seront du coup envoyés. On va vous faire un mail avec les slides, un récap des liens utiles et des prochains événements aussi qui ont été mentionnés. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'on va faire un atelier sur la question de la végétalisation, un atelier participatif fin juin. Pareil, on donnera les informations via la newsletter. Et on est aussi présent au Salon de la MIF la semaine prochaine, le 28 et le 29. Si vous souhaitez aussi venir nous rencontrer, il y aura plein d'acteurs à ce salon-là. On aura donc le replay de ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, je le mentionnais aussi juste avant, il y aura d'autres webinaires à venir sur la question des aides locales. Donc, il y aura certains des acteurs qui sont présents aujourd'hui qui interviendront à nouveau. On n'a pas encore fixé la date, mais on enverra toutes ces informations plus précisément par mail et sur notre newsletter. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie pour votre temps. J'espère que ça vous aura été utile.
Et bah, je vous propose de clôturer ce webinaire avec 2 petites minutes de retard, mais merci beaucoup à tous. Et je précise aussi, on va vraiment mentionner toutes les aides qui ont été décrites aujourd'hui sur notre site Adaptaville dans l'onglet aide locale. Et voilà, on vous enverra, enfin, aide financière locale, on vous enverra tout ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Si, au revoir. Merci. Au revoir, merci.